Bonjour en tout cas à toutes et à tous. On va très rapidement se présenter, histoire que vous sachiez aussi à qui vous avez affaire, parce que potentiellement vous ne me connaissez pas encore. Moi je m'appelle donc Victor, je suis le cofondateur de l'organisme de formation Bleu Éducation, anciennement Gazoui, où on est spécialisé dans la VAE pour la petite enfance. Donc globalement la VAE, pour celles qui ne le savent pas, c'est la validation des acquis de l'expérience. Globalement ça permet de valoriser les compétences que vous avez développées sur le terrain, vos acquis, grâce à un diplôme. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce que ce diplôme-là, ça va être un diplôme qui est donc un titre professionnel. Vous allez comprendre pourquoi et quelle est la différence entre un titre professionnel et un diplôme d'État, par exemple, lors de cet atelier. Mais très globalement, les titres professionnels sont très validés, enfin, sont validés pardon, par la VAE. Et donc, c'est aussi pour ça que nous, on a été parmi les premiers, vu qu'on est un des plus gros centres globalement de VAE petite enfance, avec un plus de 1500 candidats accompagnés sur 2025 déjà. On nous a transmis du coup le référentiel de compétences de ce nouveau diplôme. Hop, donc comme je vous l'ai dit, on va voir quatre grandes choses aujourd'hui: le contexte, les activités types, avec l'exercice professionnel, et enfin les modalités d'évaluation du titre. Très concrètement, ce titre intervient dans un constat 2025 assez particulier. Tout d'abord, on a une augmentation de l'offre d'accueil, plus 0,4% en 2023, mais qui est cumulée avec un manque de solutions d'accueil persistant. C'est-à-dire, malgré la croissance, on a encore du mal, il y a encore beaucoup d'enfants qui sont accueillis de manière informelle, là où les parents auraient souhaité avoir une solution d'accueil formelle. Et cette manque de solution d'accueil, la plupart du temps, elle est due à une pénurie de professionnels de niveau 4 et plus. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, les diplômes, ils sont organisés par un niveau. Globalement, pour vous donner une idée, on a le niveau 3 qui est un niveau de brevet des collèges. Donc, par exemple, c'est le CAP. On a un niveau 4 qui est le niveau du baccalauréat. Donc là, par exemple, on va avoir le diplôme d'auxiliaire de puériculture, le diplôme d'aide-soignant, le diplôme de moniteur éducateur. Et ensuite, on a le niveau 6, où là, c'est des niveaux de licence, et où là, on va retrouver, par exemple, le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, d'infirmière de puériculture, d'infirmière puéricultrice, pardon, d'éducateur spécialisé, etc. Donc ici, ce qui nous manque, c'est surtout des professionnels de niveau 4 et plus. Donc ça va être tout ce qui est auxiliaire de puériculture et éducatrice de jeunes enfants en structure d'accueil. Les objectifs de ce titre, donc maintenant qu'on a le constat en tête, l'objectif, il est de 3 parties différentes. Le premier, et c'est je trouve le plus important, c'est la création d'une filière des métiers de la petite enfance. Si aujourd'hui vous êtes parmi nous, c'est que vous travaillez déjà dans la petite enfance ou vous êtes curieux de ce secteur-là. Et donc vous devez savoir qu'aujourd'hui dans la petite enfance, les diplômes globalement qui sont représentés en crèche, on en a 3: le CAP petite enfance, le diplôme d'auxiliaire et le diplôme de JE. La caractéristique qu'on a dans notre secteur, qui n'existe pas vraiment dans les autres secteurs du travail social, typiquement, c'est qu'on a le CAP et le diplôme de JE, donc le niveau 3 et le niveau 6, qui sont des diplômes du travail social. Et on a le diplôme d'auxiliaire de puériculture, qui est un diplôme beaucoup plus du sanitaire, qui fait partie plutôt de la santé. On retrouve des auxiliaires de puériculture à l'hôpital, en PMI, aussi en crèche, hein, bien sûr, et elles ont tout à fait leur place là-dedans. Néanmoins, pour un professionnel qui rentre dans un secteur, on a du mal à définir une filière et la faire progresser dans ce secteur. Pour celles qui ont entamé ou terminé ou qui pensent à vouloir progresser dans leur carrière en passant par exemple de CAP à un titre de niveau 4, elles le savent, le diplôme d'AP, il est très compliqué par exemple à valider par la VAE. Alors, il n'est pas du tout impossible, et c'est tout à fait possible pour beaucoup de personnes, mais souvent les gens n'ont pas forcément la sensibilité qu'il faut, la sensibilité liée aux compétences de la santé. Dans le diplôme d'officier de puériculture, on a en particulier 2 blocs, le bloc 2 et le bloc 4, qui sont des blocs très liés aux soins, à la santé, qui peuvent être compliqués parce que c'est pas des compétences que vous développez naturellement sur le terrain lorsque vous êtes en établissement d'accueil du jeune enfant. Et donc l'objectif de création de ce nouveau titre, c'est d'avoir un diplôme qui fasse la suite logique entre le CAP et EJE. Donc c'est aussi pour ça que c'est un diplôme de niveau 4. Et bien sûr, l'objectif, c'est donc de faciliter les parcours et les mobilités professionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rentrez dans la petite enfance par n'importe quelle voie, que ce soit directement en crèche avec un CAP ou en tant qu'assistante maternelle. Vous pouvez passer ce premier diplôme, le CAP, et ensuite, naturellement, vous pouvez passer ce diplôme intervenant éducatif petite enfance de niveau 4, qui vous permet de prendre du galon et du salaire, hein, on va pas se mentir, en structure d'accueil du jeune enfant. Et ensuite, pourquoi pas, si vous le souhaitez, aller vers un diplôme de niveau 6 d'éducateur de jeunes enfants pour continuer. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faciliter des parcours de carrière. Et enfin, bien sûr, on en a parlé juste avant, l'objectif de ça, au final, c'est de répondre aux besoins en professionnels personnels qualifiés, en particulier dans le cadre du nouveau décret qui va s'appliquer à partir de septembre 2026, qui va imposer les microcrèches à avoir un nouveau quota sur les diplômes de niveau 4, ce qu'on appelle les rangs 1. Donc voilà, maintenant vous avez un peu le cas général pour ce diplôme, l'objectif de création, quel est le constat de ce titre professionnel. Maintenant, pour vous donner un peu plus de détails sur les principes directeurs, c'est-à-dire sur quoi donc les personnes qui ont créé ce diplôme, c'est ce qu'on appelle l'AFPA. L'AFPA, c'est l'agence de formation professionnelle, ça signifie littéralement agence de formation professionnelle pour adultes. C'est l'agence du ministère du Travail
c'est l'organisme de formation du ministère du Travail qui a créé ce diplôme-là. Donc c'est un diplôme qui reste, entre guillemets, très influencé par la politique et par l'administration. Et elle a trois bases, qui sont issues depuis 2021 en gros, la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, la Charte nationale de soutien à la parentalité et le référentiel national de la qualité d'accueil qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Donc c'est pour ça que lorsque vous allez lire et lorsqu'on va découvrir les compétences de ce diplôme, il y a énormément de compétences que vous allez vous rappeler si vous lisez ces documents et que vous êtes très à l'aise sur le sujet, où vous allez les retrouver. On va parler de parentalité, on va parler de neurosciences, on va parler de maltraitance, d'études du développement, etc. Tout ça, tout cet aspect développement de l'enfant, c'est quelque chose qui n'existait pas forcément dans le diplôme d'auxiliaire de puériculture typiquement, et même il existait un tout petit peu à petite échelle dans le diplôme du CAP. Et aujourd'hui, dans ce nouveau diplôme, c'est vraiment le cœur des compétences de ce diplôme. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent creuser avant que le référentiel de compétences sorte, parce que, encore une fois, comme j'ai dit, le référentiel, le décret et l'arrêté ne sont pas encore sortis officiellement. Et donc, du coup, on ne peut pas vous partager le référentiel de compétences. Néanmoins, on fait cet atelier quand même pour vous donner les grandes lignes. Potentiellement, il y aura quelques modifications lorsque le diplôme va sortir, mais disons que les grandes lignes sont fixées. Et encore une fois, quand on voit d'où il vient et les raisons, les fameux constats que je vous ai présentés avant, globalement, pas grand-chose ne va changer. Voilà, mais je préfère vous prévenir pour que vous ayez toutes les informations, et c'est aussi pour ça qu'on vous a organisé ça sous forme de mind map. Et ensuite, les différents thèmes, pour finir, qui sont intégrés au REAC. Ce qu'on appelle le REAC, c'est le référentiel de compétences globalement, donc c'est la liste des compétences de ce diplôme. On en a 4 grands: la transition écologique, la santé au travail, le handicap et l'inclusion, et les usages numériques. L'usage numérique intéressant, ça pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent dans aucun des autres diplômes. Handicap et inclusion est un peu présent dans le diplôme de puériculture, mais là, on y donne une place extrêmement importante. La santé au travail aussi, issue de toutes les recherches depuis quelques années déjà sur l'importance de la qualité de vie au travail, en particulier pour les personnes qui prennent soin. Donc la petite enfance, initialement, était un peu sortie de ça, hein, on parlait plutôt de ça dans les hôpitaux, etc. Aujourd'hui, avec ce diplôme, on met vraiment le pied dessus, la qualité de vie au travail, etc. Et bien sûr, la transition écologique, on ne peut pas la louper de notre époque. Voilà. Donc, j'espère que j'aurais pu vous donner déjà une vision un peu plus globale entre les différents constats, l'objectif et les principes directeurs et bien sûr les thèmes intégrés. Hop. Maintenant, juste avant qu'on voit les activités types, je vais vous montrer globalement la personne qui sera diplômée d'un titre pro intervenant éducatif petite enfance. Quelle est cette personne? Quelle est sa posture, son rôle et son lieu d'exercice? Alors, avant de vous présenter ça, je vais juste vous expliquer c'est quoi la différence entre un titre professionnel, un diplôme et un diplôme d'État. Très concrètement, en France, on a tout ce qui est, on a ce qu'on appelle des certifications. Il y en a un organisme qui s'appelle France Compétences, qui est chargé de réguler les diplômes, de réguler les compétences. Et donc, globalement, aujourd'hui, les diplômes peuvent être créés par plusieurs personnes, morales, entre guillemets. Vous pouvez avoir le gouvernement qui crée un diplôme, en particulier les ministères. Dans ce cas-là, on parle de diplôme d'État. Donc, par exemple, le diplôme d'auxiliaire de puériculture, la personne qui est le certificateur, c'est le ministère de la Santé. Ce qu'on appelle le certificateur, si vous voyez ce mot passer et que vous ne savez pas ce que ça veut dire, globalement, c'est le propriétaire du diplôme. C'est lui qui l'a créé. Dans le cas d'AP, pareil que d'aide-soignant, c'est le ministère de la Santé. Dans le cadre de EJE, éducateur de jeunes enfants, c'est le ministère des Solidarités. Dans le cadre du CAP, c'est l'éducation nationale. Ensuite, on a ce qu'on appelle les diplômes. Ça, les diplômes, ça peut être des diplômes qui sont créés par n'importe qui. Par exemple, des écoles privées peuvent créer des diplômes, des entreprises peuvent créer des diplômes, des branches professionnelles peuvent créer des diplômes, etc. Donc, dans ce cas-là, on ne parle pas de diplôme d'État, mais on parle de diplôme. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Globalement, c'est à peu près la même chose. C'est juste que les diplômes d'État venant des ministères, entre guillemets, c'est plus facile à valider, c'est plus rapide le processus, parce que bien sûr, la personne qui valide France Compétences appartient aussi au gouvernement. Et enfin, on a la troisième chose qui s'appelle les titres professionnels. Donc, les titres professionnels, ce sont donc des diplômes dont le certificateur est le ministère du Travail, et en fait, qui ont un objectif beaucoup plus terrain, beaucoup plus concret. Ils ont pour objectif de répondre à une problématique dans une branche particulière. Donc, c'est pour ça que des titres professionnels, vous pouvez en voir dans plein de secteurs différents. C'est aussi pour ça que c'est le ministère du Travail qui est le certificateur. C'est parce que ça doit répondre à des enjeux précis dans des secteurs. Je vous donne un exemple où il y a beaucoup de titres professionnels, c'est la métallurgie. C'est un secteur qui est très bien organisé, on a des compétences qui sont très précises. Par exemple, voilà, la soudure, etc., la fonderie.
où c'est donc des endroits où on va avoir des titres professionnels. L'objectif des titres professionnels, du coup, c'est d'être vraiment des outils, des diplômes au service de la branche, au service du secteur. Donc là, par exemple, c'est au service de la petite enfance. Ce qui est bien, c'est que du coup, même si ce diplôme appartient au ministère du Travail, c'est un diplôme où l'objectif, c'est que chaque personne de l'écosystème de la petite enfance, que ce soit les employeurs, les entreprises, les syndicats, les centres de formation, chacun puisse s'organiser entre eux pour pouvoir déployer ce nouveau diplôme. Et je vous en dis pas plus parce qu'on va y venir juste après dans la partie validation. Mais voilà, je voulais juste que vous compreniez un peu la différence. Donc, globalement, il n'y a pas une très grosse différence. Hein. C'est juste des mots et un sens différent et aussi une flexibilité nécessaire. Quand c'est un titre professionnel, on a plus de flexibilité pour la validation, comme je l'ai expliqué, parce que l'objectif, c'est que ce soit un diplôme qui soit dont la branche, dont les acteurs de la branche s'emparent. Donc, globalement, très précisément sur ce titre pro intervenant éducatif petite enfance, potentiellement aussi le nom pourra changer, mais globalement, c'est le nom aujourd'hui. Concernant le lieu d'exercice, alors, ça, c'est assez particulier et on va y venir parce que potentiellement, il va y avoir des assistantes maternelles qui sont avec nous aujourd'hui. Ce qui est décrit dans le diplôme aujourd'hui, c'est que le lieu d'exercice d'un intervenant éducatif petite enfance, c'est en établissement d'accueil du jeune enfant, au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. Au niveau des responsabilités et rôles, le TP-IEPE, l'IEPE, comme on va l'appeler, travaille sous la responsabilité directe de la direction de l'établissement. Son objectif, ça va être d'une part d'alerter sur les situations de négligence ou de maltraitance. Ça, comme je l'ai dit, c'est un terme qui est pas nouveau, hein, parce qu'on en parlait déjà dans le diplôme d'officier de puériculture, mais ici qui prend beaucoup plus son sens. Et enfin, d'être l'adulte de référence sur le développement global de l'enfant. Ça, c'est important. Laissez-moi vous expliquer. Diplôme d'officier de puériculture, le développement de l'enfant, il est très peu présent finalement. Il est présent dans l'activité 1 bis. D'ailleurs, elle s'appelle pas 1 bis pour rien, parce que c'est pas une activité qui est au cœur de ce diplôme, parce qu'évidemment, quand vous avez une AP qui va être potentiellement en hôpital ou en maternité, on va pas forcément l'attendre sur l'étude du développement de jeunes enfants. Alors, on peut être en tant qu'AP très fort sur le développement de jeunes enfants et vouloir se renseigner beaucoup plus. Et d'ailleurs, pour certaines AP qui sont curieuses et qui souhaitent se former plus sur le développement de l'enfant, ce nouveau titre pro pourra être une formation intéressante. Mais globalement ici, là où on avait l'AP qui était l'adulte de référence sur tout ce qui était soins, là on va avoir euh, l'IEPE qui est l'adulte de référence sur tout ce qui est développement global de l'enfant. Et on parle bien de développement global, on va y venir juste après. Hop. Ensuite, quelle est la posture et les qualités requises? Donc, les mots qui sont importants et que je vous ai résumés en 4 grandes parties. On a d'abord la posture éthique et bien traitante. Ça, la bien traitance, je pense que vous allez commencer à le comprendre, c'est extrêmement présent dans ce diplôme. On a l'observation et l'analyse des pratiques. Là, on sent l'ADN un peu éducateur des enfants, les influences, bien sûr. Le non-jugement et la non-discrimination, qu'on résume sous le nom d'accueil inclusif. Et enfin, la curiosité, la créativité et la force de proposition. On va le voir, ce TPI-EPE, c'est des professionnels qui vont pouvoir influencer le projet pédagogique, créer des projets pédagogiques, que ce soit dans les murs ou hors les murs. Et enfin, au niveau des compétences qu'on appelle transversales, c'est-à-dire que on va avoir des compétences fixes, et dans ces compétences fixes, on va avoir des compétences qui sont transversales, c'est-à-dire qui sont présentes dans toutes les compétences du diplôme. On a la communication, là j'essaie de vous les résumer encore une fois, mais potentiellement vous pourrez en trouver d'autres, mais je vous ai mis les grandes lignes pour que ce soit simple. La communication, donc adapter les supports et les canaux, ça c'est important, hein. Vous vous souvenez, on avait vu, le numérique va faire partie de ce diplôme, c'est important. Ajuster les actions et l'amélioration continue des pratiques, on l'a vu juste en haut. Les outils numériques, le respect des règles de sécurité et les protocoles d'hygiène, et le travail en coopération au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. Pour celles qui ont déjà fait par exemple une VAE-AP ou une VAE-CAP-AEPE, vous devez le savoir, enfin plutôt c'est plutôt sur la VAE-AP en réalité, le travail pluriprofessionnel, c'est aussi quelque chose qu'on appelait une compétence transverse, c'est-à-dire qu'elle a dans chacune des compétences, elle devait apparaître. Mais donc ici, on a encore des compétences de cet ordre-là qui sont indiquées. Tac. Donc, j'espère que vous l'aurez cru, un peu mieux compris le cadre d'exercice de l'intervenant éducatif petite enfance. On va passer maintenant à la partie qui nous intéresse le plus, les activités types, ce qu'on appelle les CCP dans le cadre des titres professionnels, ce qui correspond, hein, pour celles et ceux qui connaissent, au bloc de compétences, globalement. Dans ce diplôme, nous allons avoir 3 blocs de compétences. Le premier, contribuer à l'accueil des jeunes enfants et à leurs besoins fondamentaux. Alors, de quoi est constitué ce bloc? Ce bloc va être constitué de 4 compétences. D'abord, l'observation quotidienne des besoins. Ça, on peut le retrouver un peu dans l'auxiliaire de puériculture d'une certaine manière.
assurer le bien-être. Et assurer le bien-être, il se sépare en deux parties. Les besoins physiologiques, où ça, en fait, c'était aussi quelque chose qui était présent, par exemple, dans le diplôme d'auxiliaire de puériculture, sur la compétence 1 et la compétence 2, mais aussi le bien-être affectif et relationnel. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas forcément présent dans le diplôme d'auxiliaire, ou tout du moins pas de manière aussi, entre guillemets, intense, ici dans ce diplôme-là. Enfin, participer à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du projet éducatif. Donc ça, vous l'avez compris, l'objectif de cette nouvelle personne, cette nouvelle diplômée, l'IEPE, ça va être de vraiment travailler directement avec la direction de structure pour construire des projets éducatifs qui soient adaptés aux jeunes enfants, etc. C'est aussi pour ça que ça va être un relais important. Vous avez compris, vous avez en même temps ce lien avec la directeur de structure et en même temps le lien avec le terrain. Vous êtes l'expert du terrain sur le développement de l'enfant. Voilà. Ça, c'est le premier bloc. Ensuite, le deuxième bloc, accompagner le développement des jeunes enfants. Alors ça, vous vous souvenez, c'est quelque chose qui est présent, par exemple, dans le CAP-AEPE. On a un bloc, il me semble que c'est l'EP1 qui est sur le développement de l'enfant, du jeune enfant, mais qui est très léger. EJE, bien sûr, on pousse beaucoup plus le développement du jeune enfant. Ici, c'est un bloc aussi à part entière. Voilà, donc ils mettent vraiment le focus. Sur quoi on se concentre? Je vous ai résumé ça en 4 compétences. 1. Aménager l'espace d'accueil adapté et organiser les activités. 2. Élaborer et mettre en place activités d'éveil et autonomie, que ce soit en individuel ou en groupe. 3. Mettre en œuvre les actions éducatives hors les murs. Ça, on en a parlé. Et ça va être ça une difficulté. Par exemple, pour celles qui aujourd'hui sont déjà en structure ou vont travailler en structure, cette notion de hors les murs, elle va être importante. En général, on a l'habitude de travailler au sein des murs, dans la crèche finalement. Là, il va falloir réfléchir à hors les murs. Par exemple, une sortie à la médiathèque, une sortie au parc, etc. Et enfin, contribuer à l'élaboration et l'ajustement des projets d'accueil personnalisés. Hop, et enfin, le dernier, et qui est pour moi un des plus importants, enfin plutôt un des plus intéressants, je dirais, accompagner les parents ou l'entourage des jeunes enfants. Donc ça, on met vraiment le focus sur la partie parentalité, chose qui n'était presque, enfin, si elle était présent dans le diplôme de JE, mais effectivement, on passait du CAP à EJE, c'était assez haut, et même AP, alors, on avait une compétence dans AP sur la relation avec la famille, mais c'était très léger, c'est dans un cadre particulier, un cadre spécifique. Ici, vraiment, la parentalité prend tout son sens, l'accompagnement à la parentalité. On a donc 3 compétences: accueillir au quotidien les parents et construire une alliance éducative. 2. Participer à l'élaboration et mise en œuvre d'actions d'accompagnement à la parentalité. Et 3. Participer à l'élaboration et mise en œuvre d'actions de prévention précoce et inclusive. Ça, vous vous souvenez, on en avait parlé tout au début, la notion d'étude du développement des jeunes enfants, de pouvoir avoir des professionnels sur le terrain qui sont formés à l'identification des troubles du développement, par exemple, à l'identification de maltraitance. Ça, c'est une des compétences complètes de ce diplôme et qui est très importante. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on la retrouve aujourd'hui. Et voilà, donc on a donc sur ce diplôme 11 compétences, donc c'est une de moins qu'officier de puériculture, mais on est globalement à peu près sur la même longueur que ce diplôme, enfin que le diplôme d'officier de puériculture. Mais, et je pense que vous le sentez maintenant, beaucoup plus centré sur le travail social, la petite enfance, le développement de l'enfant, les besoins fondamentaux, etc. Hop, et on va passer au dernier point qui est la modalité d'évaluation du titre. Alors, la première chose que vous devez comprendre, c'est que dans le cadre des titres professionnels, ce n'est pas que le cas de ce titre-là en particulier. Les épreuves sont les mêmes que vous passiez par la VAE ou par la formation. Et que ce soit la formation initiale, donc vous allez à l'école pour ensuite travailler, ou la formation continue, vous travaillez déjà et vous souhaitez vous diplômer. L'épreuve est la même que vous veniez de la formation ou de la VAE. Là où avant, dans la VAE, on avait une épreuve d'1 heure où on devait préparer un livret d'expérience qu'on appelle un livret 2, et ensuite on allait passer à l'oral devant un jury. Dans le cadre du TPI-EPE, ça ne sera pas le cas. La manière dont ça va être évalué, ça va être la même. Ça va être une épreuve qui va durer 4 heures. Donc là, patientez, vous allez vous dire, wow, 4 heures, c'est énorme, je n'ai pas l'habitude, etc. Mais vous allez voir, on va détailler les différentes étapes et vous allez mieux comprendre. C'est 4 heures qui vont passer assez vite. Et en fait, si vous voulez, pour vous faire comprendre juste un peu le avant cette épreuve, globalement, l'objectif, ça va être, que ce soit à la formation ou la VAE, ça va être de préparer ce qu'on appelle un DP, un dossier professionnel, qui en fait va décrire vos expériences en lien avec les compétences du diplôme. Et, petite spécificité qu'on a sur ce titre professionnel-là, vous allez devoir construire aussi un diaporama d'une
vingtaine de slides, une vingtaine d'étapes pour décrire votre activité professionnelle. Donc ça peut être super pour les personnes qui se disent « Ah non, mais moi, les livrets d'expérience, j'arrive pas à rédiger, je me sens pas bien à l'écrit, etc. » Bah là, vous allez pouvoir avoir un diaporama. Il ne sera pas évalué, mais il va vous servir de support. Vous allez le voir dans une des épreuves de l'examen. Donc voilà, l'épreuve, c'est 4 heures. Donc typiquement, ça va être une matinée ou un après-midi. Dans ces 4 heures, on a en gros 4 différentes épreuves. On a d'abord une mise en situation professionnelle, on va y venir, un entretien technique, le questionnement à partir de production. Donc production, c'est quoi? C'est les fameuses slides, la fameuse présentation que vous allez construire. Et enfin, dernier, l'entretien final, qui dure 15 minutes, qui est tout petit, vous inquiétez pas. Disons que ça sera, c'est un peu la fin, c'est un peu le mot de la fin, si j'ose dire. Et donc on y va. Alors, la mise en situation professionnelle, 1h10. Ça, elle est séparée en 2 étapes. D'abord, vous allez devoir faire une mise en situation professionnelle reconstituée. Ça veut dire quoi reconstituer? C'est-à-dire qu'on va vous mettre dans une situation professionnelle reconstituée, donc avec un poupon et un tapis de change, et vous allez devoir faire un change. Alors là, dans le cas présent, vous allez devoir reconstituer 2 situations. Vous allez devoir faire un change et vous allez devoir faire un couchage sur une poupée. Ça va durer 20 minutes. Moi, la façon dont je l'interprète ça, c'est un peu comme un échauffement, si vous voulez. Vous venez d'arriver, l'objectif, c'est de vous mettre un peu en marche et de vous préparer. Alors attention, cette mise en situation professionnelle reconstituée, elle est évaluée. Donc, faut pas non plus faire n'importe quoi. Une fois que cette mise en situation professionnelle est faite, on va pouvoir lancer l'étude de cas. L'étude de cas, comment ça va se passer? Vous allez devoir tirer dans un bol, si vous voulez, un peu comme, je vais dire qui veut gagner des millions, mais pas du tout, c'est plutôt l'auto. Vous allez tirer un sujet. Dans ce sujet, vous allez avoir 4 situations que vous allez devoir préparer pendant 50 minutes. Donc, vous allez avoir une feuille, un crayon, vous allez être assis à une table et vous allez pouvoir prendre des notes en vous disant, voilà, qu'est-ce que je veux, de quoi je veux parler dans les 4 situations qui me sont présentées. Donc, vous avez 50 minutes pour faire ça. Vous êtes toute seule dans une salle ou potentiellement avec d'autres candidats. Vous êtes observé, bien sûr, par un jury, mais vous avez 50 minutes pour vous préparer. À partir de là, va démarrer vraiment l'entretien avec le jury. Donc vous avez vu, finalement, il y a 1h10 où vous n'êtes pas vraiment avec vous. Alors cela dit, pour la mise en situation professionnelle, il y a le jury qui est présent et dans de cas, il vous observe aussi, mais il ne vous pose pas de questions. C'est vous qui faites, et même pendant la mise en situation professionnelle reconstituée, il ne vous pose pas de questions. Démarre ensuite l'entretien technique. La première étape, c'est un questionnement sur la mise en situation reconstituée. Donc ça, c'est la première. Ils vont vous poser des questions sur la manière dont vous avez fait. Ça, c'est pas très intense, mais c'est des questions sur ce que vous avez fait. Ça va durer globalement 10 minutes. Ensuite, va démarrer l'important. La présentation orale de l'étude de cas. Donc, en fait, vous allez présenter pendant 25 minutes ce que vous avez préparé à l'écrit. Alors, votre support, vous pouvez l'avoir avec vous. C'est ça l'objectif. D'ailleurs, c'est ça l'idée d'avoir créé un support. C'est que vous allez pouvoir le lire et présenter au jury les choses dont vous avez parlé. Et ensuite, vous allez avoir des questions du jury. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez présenter et ils vont vous poser des questions après. Dans ce sens-là, ils ne peuvent pas vous couper. Donc ça, finalement, là, ça fait 1 heure de présentation et de questions. On a fait 10 minutes de questions sur les mises en situation reconstituées. Et enfin, questionnement sur le projet éducatif, aménagement. Donc ça, c'est des questions qui vont vous poser sur différentes compétences attendues du diplôme. Là, pareil, ça va être 30 minutes. Où là, du coup, vous n'avez pas préparé forcément. C'est vraiment vous, où ils vont vous poser des questions, etc. Un peu comme le pourrait être un accompagnement VAE, si vous voulez. Enfin, un jury VAE. Mais là, c'est sur des compétences que vous êtes sûr de les connaître. Enfin, ils ne peuvent pas vous poser des questions pièges, si je veux dire, sur des choses que vous n'avez pas préparées. Hop, voilà. Donc là, on a fait 1h35. Donc là, déjà, vous savez, une fois qu'on a fait ça, on aura fait déjà 2h45. Donc on a déjà longuement passé la moitié. Et vous avez fait le plus dur. Ensuite, démarre la 3e grande épreuve, le questionnement à partir de production. Donc ça, comme je vous ai expliqué, vous allez avoir créé, mais ça, le diaporama, vous l'avez créé en avant de passer devant le jury, un diaporama, en gros, avec 21 slides, globalement, qui vont présenter 3 situations professionnelles. Et vous allez devoir les présenter pendant 30 minutes, et ensuite, vous allez avoir 30 minutes de questions avec le jury. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez l'entretien final, 15 minutes, où là, ils vont revenir, s'ils ont encore des questions sur des choses qu'ils n'ont pas évaluées, par exemple votre dossier professionnel, etc. Ils vont pouvoir vous les poser à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet examen? Alors, la première chose, c'est que c'est long. Effectivement, pour certains d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de passer des examens, ça peut être long. Mais l'avantage
entre guillemets, du fait que ce soit long, c'est que vous avez plein de défauts du jury VAE que vous n'allez pas avoir ici. Donc, par exemple, dans un jury VAE classique, vous avez 1 heure. Si le jury n'aime pas votre tête aussi, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous devez absolument tout faire et tout bien faire, sinon l'entretien peut s'arrêter très vite. Ici, vous avez plus de temps. Donc, c'est-à-dire que vous avez le temps aussi de vous exprimer, de raconter vos expériences, de vraiment et de vous tromper. C'est ce que je dis souvent, hein, quand on a le temps de se tromper aussi. Et donc ça peut être assez important. Mais effectivement, c'est un type d'examen. Globalement, moi, la façon dont je le vois, c'est qu'il y a vraiment 2 épreuves. En fait, finalement, si on résume tout ça, vous avez 2 études de cas. Vous avez une étude de cas qui est préparée, c'est-à-dire c'est les fameuses documents à partir de production, c'est-à-dire que vous avez déjà préparé vos études de cas, vous savez déjà ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, ce que vous allez présenter. Et vous avez une autre étude de cas qui n'est pas préparée, qui se prépare en live. Ça, c'est la première. Voilà. C'est l'étude de cas ici, où vous préparez pendant 50 minutes. Les 2 choses qui restent avec ça, c'est quoi? C'est l'entretien final et la mise en situation reconstituée, qui certes sont importants. Enfin voilà, si elles sont là, c'est qu'elles sont importantes. Mais pour moi, c'est pas le cœur vraiment du jury. Voilà, le vrai cœur, ça va être ces 2 études de cas. L'étude de cas préparée et l'étude de cas pas préparée. Sachant que même si elle n'est pas préparée, cette étude de cas, c'est-à-dire que vous ne savez pas sur quel sujet vous allez tomber en amont, les compétences qui sont évaluées, elles sont, elles, extrêmement précises. Donc, vous avez, entre guillemets, pas de manière de trop aller trop loin ou vous vous tromper, quoi. Voilà. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que c'est différent et ça correspond à différents types de personnes que par rapport à auxiliaire de puriculture d'un point de vue compétence, mais aussi d'un point de vue épreuve. Voilà. Hop, et ben je pense que j'ai fait le tour sur les différentes compétences, sur le jury et sur les différentes étapes qui nous attendent. Je ne sais pas si Salomé, on a des questions ou Alors, on en avait, enfin, on en a eu, il y a eu des réponses. Il y a eu aussi sur le stage obligatoire ou pas. Le stage en formation continue, si la candidate n'a pas ou le candidat n'a pas l'expérience, un stage est requis. Pour autant, lorsque on fait une VAE, donc une validation d'acquis par l'expérience, et que les expériences et les compétences sont bien en lien, il n'y a pas besoin de stage. Et là, une nouvelle question de Juju, qui est éligible pour se présenter au passage de ce titre? Victor, je te laisse répondre. Alors, comme je vous ai expliqué, la première question qu'on va avoir, c'est globalement toutes les personnes qui sont aujourd'hui en établissement d'accueil du jeune enfant vont être éligibles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes en CAP dans une structure, vous travaillez déjà dans une structure, vous pouvez être AP aussi, vous pouvez tout à fait demander à ce diplôme. Voilà. Potentiellement même, vous pouvez être non diplômé et demander accès à ce diplôme. Et en effet, pas d'expérience minimum requise comme la VAE. Aujourd'hui, enfin, depuis les petites modifications sur la VAE, on ne compte plus le nombre d'heures d'expérience. Donc, une expérience qu'on appelle significative va être requise. Voilà, on considère qu'entre 6 à 12 mois, c'est une expérience qui est significative. Mais le plus important est de lier les expériences aux compétences et aux référentiels de ce diplôme. C'est ça. Et ça, c'est un point, Salomé, qui est très important, ce que tu dis. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément en tête quand on se lance dans une VAE. Les gens se disent avant, ah, c'est bon, j'ai 1 an d'expérience, c'est bon, je peux me lancer en VAE. Ou inversement, j'ai 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, ou inversement, j'ai 6 mois, je peux pas me lancer. Ce qui est compliqué dans les diplômes, c'est pas de se dire, ah bah, j'ai suffisamment de temps, c'est est-ce que j'ai des expériences qui sont en adéquation avec les compétences attendues du diplôme? Pour ça, il faut faire quoi? Pour ça, déjà, il faut connaître les diplômes. Il faut savoir ce qui sont attendus. Alors, ça, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, quand vous allez parler avec des organismes de formation, ils peuvent vous aider. Par exemple, nous, chez Bleu Éducation, on propose des bilans personnalisés de 15 minutes au téléphone où on va vous écouter parler et on va, en gros, vous guider vers le bon diplôme, le bon, là, ça pourrait être le bon titre professionnel pour vous. Voilà. Mais c'est aussi un travail que vous pouvez faire toute seule. Voilà. Parce qu'une fois qu'on a identifié le bon diplôme pour vous, maintenant, la question, si par exemple vous souhaitez préparer ce titre professionnel, ça va être, OK, est-ce que je le fais plutôt en formation ou est-ce que je le fais plutôt en VAE? Notre réponse à ça, en tout cas chez Bleu Éducation, et je pense que, voilà, nous, c'est parce qu'on a étudié ça et qu'on est prêt, c'est que ça va être un mix des deux. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser la VAE, c'est-à-dire que vous allez faire, en fait, parce que si vous travaillez sur le terrain, vous avez déjà beaucoup de compétences. Mais potentiellement, il va vous manquer quelques bulles de compétences sur des choses très précises. Je vous prends l'exemple de l'accompagnement à la parentalité. Si on l'a pas fait sur le terrain, ça peut être un peu compliqué à développer. Là-dessus, nous, on va vous proposer des contenus de formation. Enfin, c'est ce qu'on va faire, puisqu'on est Calliope VAE, donc on est agréé par l'État pour faire de la VAE, mais aussi pour faire de la formation. On va vous proposer des modules de formation qui vont vous permettre de progresser et d'être prêt pour l'oral, pour le jury d'examen de ce titre. Voilà. Donc, c'est un peu les 2 choses que je voulais vous résumer. C'est, premièrement, quels sont
vos expériences en lien avec le diplôme. Voilà. On a des gens, ils ont travaillé pendant 6 mois, ils sont extrêmement proactifs dans leur métier de tous les jours, donc en fait, ils ont toutes les compétences. Voilà. Et inversement, c'est pas parce que ça fait 10 ans que vous travaillez et qu'inversement, vous avez beaucoup de compétences. C'est-à-dire qu'un diplôme ne vient pas évaluer toutes les compétences du monde. Les diplômes, ils viennent évaluer des compétences précises. C'est d'ailleurs pour ça que ce diplôme TPI, EPE et officier de puériculture sont des diplômes qui sont extrêmement complémentaires. Je pense que maintenant que vous voyez les compétences, vous pouvez vous rendre compte à quel point ils sont complémentaires. Les deux ne sont pas là pour, il n'y en a pas un supérieur à l'autre ou inférieur à l'autre. Ils touchent deux enjeux différents du métier. Et inversement, par contre, effectivement, on a un diplôme de JE qui est plus évolué que ce TPI, EPE. Mais ce TPI, EPE, typiquement, pourrait être une belle passerelle pour celles voilà, qui sont aujourd'hui en CAP et qui souhaitent voilà, progresser et qui essaient demain de devenir JE. C'est une passerelle pardon, qui est parfaite.